Il fallait commencer par régler le problème le plus simple. Trouver un candidat. Me voici. Jean-Luc Mélenchon. Les uns l'accueillent comme le sauveur de la gauche, l'héritier de Jaurès et de Mitterrand. Les autres le présentent comme la réincarnation de l'homme au couteau entre les dents. Au mieux, Robespierre, au pire, Attila. Je ne vous demande pas de m'épouser, ni de supporter mon caractère, qui n'est pas si terrible qu'on veut bien le dire. 10 fois, 100 fois, je l'ai entendu se plaindre des médias et de la façon dont il parlait de lui. On me caricature, on déforme mes propos. Prenez la peine de m'écouter, vraiment. Je suis allé le voir et je lui ai dit « Très bien, je vais réaliser un film sur vous. Je vous écouterai vraiment, mais vous répondrez à toutes mes questions et vous me laisserez filmer ce que je veux, sans qu'aucune porte ne me soit fermée. » Il a dit oui, et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Le suivre pendant plusieurs mois, l'interroger, le regarder agir, ne rien cacher de ce qui en lui séduit ou au contraire inquiète, et tenter de répondre à cette question. Et si Jean-Luc Mélenchon devenait le 8e président de la 5e République? Juin 2016, Paris, place Stalingrad. C'est notre premier jour de tournage. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon est encore dans la petite tente qui lui sert de loge. Dans quelques minutes, il va prendre la parole pour le premier grand meeting de sa campagne présidentielle. Manifestement, ses partisans sont au rendez-vous. D'accord. Moi, je pense que pour l'instant, on est sur 8000 et peut-être qu'on peut monter à 10 aussi. Si ça passe. Je crois que ça fait 10 000, là, et les gens, ils sont tassés comme des rats, hein. Ouais. Des sardines. Je le vois se diriger vers la foule, embrassant les uns, saluant les autres, montant à la tribune pour un discours enflammé avec juste quelques notes. Je vous appelle à une campagne pour conquérir le pouvoir. Je vous appelle à une campagne victorieuse. 1 heure plus tard, revient vers nous un Mélenchon euphorique que ses amis félicitent. Bon retour à tous. Les gens, ils ont du mal à se séparer. Oh, si, merde. C'était bien. Bon, bravo. Tu as vu ça? Super. Ah là là. Ben, moi, je suis frustré, je peux jamais me balader. Qui est-ce qui peut me parler des gens qu'il y a là-dedans? Moi, je vois rien du tout, putain, je sais rien et j'ai parlé avec personne. Alors, quelles sont les nouvelles? Les gens sont magnifiques, les gens qui sont là. Moi, j'étais posté près de l'entrée et j'ai vu les gens rentrer. Il y avait 30 mètres de queue à 14 h. Et ce qu'il y avait dans les visages, c'était de la détermination. Donc là, on attrape beaucoup plus large que peut-être même des gens qui n'y étaient pas la dernière fois. Oui, sûrement. Oui. Les gens étaient plus nombreux ce coup-là qu'en 2011. Largement. Je le regarde atterrir et je ne peux m'empêcher de penser au chemin qu'il a parcouru depuis 5 ans, depuis qu'il s'est imposé dans le tableau comme un possible locataire de l'Élysée. La première fois où j'ai repéré Jean-Luc Mélenchon, c'était comme beaucoup de Français, un peu avant la campagne pour l'élection présidentielle de 2012. J'avais été alors intrigué par cet homme qui ne mâchait pas ses mots et dont la principale préoccupation ne semblait pas d'être télégénique, mais offensif. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas, celui de notre temps, de notre époque. C'est l'heure des caractères et cette salle est remplie de mauvaises têtes. Voilà ce qu'est le parti de gauche. Bien évidemment, ce n'était pas seulement parce qu'il parlait haut et fort que je le remarquais. Il y avait aussi ce qu'il disait. Contrairement à la gauche socialiste, qui ne parlait plus jamais des exploités et des exploiteurs, comme si c'était devenu des gros mots, je l'avais entendu s'adresser à des ouvriers, dans des termes qui, je l'avoue, plaisaient à l'ancien militant d'extrême gauche que j'avais été dans ma jeunesse. Et vous, combien de plans sociaux annulés? Où est la loi? La loi qui est plus forte que tout le monde. La justice qui devrait s'imposer à chacun. La loi et la justice sont de notre côté. L'intérêt général est de notre côté. Le peuple est de ce côté. Qu'attendent ces bons à rien, les Sarkozy, les Fillon et toute cette verline qui fait du bruit pour faire appliquer la loi? En fait, tout ce qui déplaisait chez lui aux commentateurs historiques de la télévision, personnellement, me plaisait. Il s'exprime très bien, il sait qu'il a un charisme, il a un ascendant, il intéresse, il perturbe. Il n'a pas besoin d'insulter. C'est pas ça la démocratie.
La démocratie, c'est de dire je trouve que son bilan est épouvantable, je trouve que ses méthodes de gouvernement ne sont pas acceptables. Enfin, on peut dire des choses comme ça qui sont dures en elles-mêmes, mais on a l'impression qu'il a besoin d'écraser ce qu'il combat. Il pense qu'en promettant de mettre des têtes au bout de pique, des têtes politiques et des têtes médiatiques, il va lever le peuple révolutionnaire. Il y a un romantisme chez Mélenchon qui empoisonne et qui, je pense, aveugle ce que Mélenchon aurait pu avoir de visionnaire. Mélenchon est, à la fois par son style, par sa culture, par ses formules, extraordinairement fin du 19e siècle. Je pense qu'il est aussi archaïque au début du 21e siècle que le Parti communiste l'était à la fin du 20e siècle. Pour ma part, comme je ne pensais pas que les idéaux communistes étaient tous archaïques, j'étais au contraire sensible à ce qui le faisait ressembler aux grands leaders populaires français. À la différence de la plupart des hommes politiques, qui forcent leur talent pour paraître naturels quand ils vont sur le terrain, lui aimait faire campagne, et surtout, il ne semblait pas à côté de la plaque chaque fois qu'il parlait du peuple, autre mot banni du vocabulaire médiatique. Les ouvriers et les employés sont les invisibles de notre société. On n'en parle jamais, on ne les montre jamais. Et pourtant, il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse dans notre pays que les ouvriers et les employés. En 2012, je me souviens, quand il était venu me voir, j'étais encore en activité sur le RER-B, à la RATP. Je l'ai pris comme ça, par surprise, en lui disant « Tiens, je vais te faire conduire le RER ». Il me dit « Mais t'es fou, avec toute la sécurité que ça représente, jamais de la vie, tu me fais faire ça ». Et on était 2-3 conducteurs dans la cabine, à pouvoir l'aider évidemment, hein, et on lui a dit « Tu vas le faire, parce que tu nous as posé beaucoup de questions sur cet outil, mais maintenant tu vas te rendre compte de ce que c'est ». Et il l'a fait. Je connais pas un candidat qui ait pu oser faire ça. L'image qu'il a renvoyée pour beaucoup de salariés, c'est qu'il est capable de se mettre à la place des salariés. Il ne se contente pas d'en parler, d'évoquer. Il l'a vécu. Et j'ai vu toute son émotion à ressentir cette sensation que l'on a à conduire un train. Je n'étais pas naïf. Mélenchon voulait plaire à ses interlocuteurs. Mais ses visites répétées dans les usines, chez Fralib, chez Volkswagen ou encore chez ArcelorMittal, symbole de la résistance ouvrière, me semblaient sincères et j'aimais bien la façon dont il était accueilli par ceux qui y travaillaient. Mélenchon, déjà, quand il vient, bon, il prend un mégaphone, il est au portier, il vient voir les salariés, il est au contact des salariés. Il répond toujours présent. Et en toute objectivité, c'est pas de la lèche, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend et qui fait. Parce que quand il y a un Sarkozy qui sur une grande radio et qui dit, vous savez, les hauts fourneaux de Gandrange, non mais franchement, quoi, il connaît même pas le titre du dossier, quoi. Comment vous voulez qu'il le défende? Pour gagner une miette de centimes d'euros pour Volkswagen, on va détruire une masse pareille de capital dans une irresponsabilité sociale totale en renvoyant des gens chez eux qui savent faire des productions de haut niveau technique, tout ça est aberrant. Alors cherchez où est l'erreur, hein. C'est pas l'ouvrier l'erreur, hein. C'est le fric l'erreur. Chercher l'erreur. Jolie formule quand on voit en effet le monde perdre la boule et qu'on se demande à qui la faute. En tout cas, pour beaucoup de Français, en 2012, l'erreur ce n'était pas Mélenchon. Et nombre d'entre eux furent convaincus, après le rassemblement de la Bastille, point culminant de sa campagne qui rassembla plus de 100 000 participants, que le mouvement qu'il avait initié ne serait pas qu'un feu de paille. Le 22 avril, il n'arriva qu'en 4e position, mais recueillit tout de même 4 millions de voix, soit 11% des votes exprimés. La suite des événements ne fut pas moins mouvementée. Car quelques jours à peine après la fin de la campagne présidentielle, et alors que commençait celle des législatives, Jean-Luc Mélenchon, comme s'il voulait refaire le match en s'attaquant à celle qu'il avait devancée le 22 avril, annonça sa candidature dans le Nord, à Hénin-Beaumont, sur des terres que tout le monde considérait comme acquises à Marine Le Pen. Et je vis alors le Mélenchon local faire le buzz avec la même énergie que le Mélenchon national, ce qui donna lieu à quelques nouvelles scènes que je trouvais réjouissantes, comme sur ce marché où un électeur lepéniste eut la mauvaise idée d'affirmer que le leader du Front de gauche gagnait rien de moins que 40 000 € par mois. Exactement, parce que vous mentez. Eh, bon, regardez-moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 €, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Pas du tout, non, pas du tout. Vous savez rien du tout.
Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Et vous autres, l'extrême droite, voilà ce que vous êtes. Eh oui, exactement. Nous l'extrême droite, on est des gens vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Vous êtes des rigolos, vous êtes que plein de haine. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de détester les Arabes. C'est le maximum de votre intelligence. Vous qui l'avez soutenu dans le Nord, comment vous expliquez qu'il ait absolument voulu aller là-bas? Dans le Nord, et particulièrement à Hénin-Beaumont, le Parti socialiste a eu ses brebis galeuses qui avaient plombé les comptes de la ville d'une façon éhontée, avec des malversations. Enfin, voilà, l'opprobre était jeté sur le PS. Et Mélenchon, visiblement, s'est dit « Moi, je peux faire tomber Marine Le Pen et le Front National. » Sur le frigidaire. C'est ce côté un peu bravache, âpre au combat, courageux, qui m'a plu. C'est votre épouse qui nous a amené le thé. C'est très gentil, vraiment. Je suis très touché, monsieur. Eh bien, les corons, c'était cité marocaine, cité algérienne, cité polonaise, cité française. Mais voilà, les corons, c'était chaque rue, voilà, déjà... Puis là, non, maintenant c'est mieux parce qu'on mélange. Bah, Il faut mélanger, justement. Pendant la période de la campagne électorale, moi, je m'en étais pas rendu compte. Il y a des gens qui sont venus me dire, on a eu peur. Tu connais le quartier? Je pense qu'il est parfaitement à sa place. Je pense qu'il parle vraiment au cœur de ces gens-là. C'est quelqu'un qui va te mettre la main sur le bras, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du contact physique, c'est quelqu'un qui va pas avoir peur de se pencher sur les minorités et de les écouter et d'être dans l'empathie. Sa France, c'est celle-là aussi, c'est sans aucun doute. Putain, la souffrance qui est ici. Vous n'imaginez pas ça, non? Ah ouais, non? Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, en banlieue, on en voit des choses. Hein. C'est là que j'ai milité quand même pendant des années. Mais ici, les gens, qu'est-ce qu'ils morflent? Marine Le Pen. Le jour de l'élection, dans la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, le premier bulletin dépouillé portait le nom de Marine Le Pen et le mauvais présage se révéla juste. Même si le Front National fut au final battu, Jean-Luc Mélenchon arriva en 3e position et ne fut pas qualifié pour le second tour. Il est normal qu'on soit déçu, car on rêve toujours de l'honneur de marcher devant et de porter les couleurs de la République. Mais il ne faut pas se laisser abattre d'une quelconque façon. La grande roue de l'histoire est en marche. Je vais essayer de vous être utile encore, avec mon camarade Hervé. En tout cas pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous, la lutte ne fait que commencer. À bientôt, mes amis. À bientôt, mes camarades. C'est dur quand même. Faut rester quand même, là tu te dis, aller chercher l'énergie pour rester digne, courageuse, tenir sur ses deux jambes et prendre ça dans la gueule. Moi je pense qu'il a dérouillé. Hein. Il a peut-être payé un petit peu ce côté, moi j'y arriverai quoi. Voilà Gérald. Je vous remercie. L'échec fut en effet cuisant. D'autant plus cuisant que les scores élevés du Front National touchaient chez Jean-Luc Mélenchon un point particulièrement sensible dont il avait tenu à me parler dès notre premier entretien. Son hostilité presque charnelle à tout ce qui rappelle de près ou de loin le fascisme, hostilité que certains contestent en affirmant que les extrêmes se ressemblent. Les gens ne se rendent pas compte, vous savez, de la douleur que ça peut provoquer d'être assimilé au camp contraire. C'est comme ça qu'est venu, à partir d'un dessin, qui m'assimilait à Madame Le Pen, cette habitude de porter le triangle rouge que j'ai là, qui est le symbole de la déportation des communistes, des socialistes par les nazis. Cela dit, vous le savez bien, Marine Le Pen tient parfois des propos qui ressemblent à ceux de la gauche. L'extrême droite a toujours hypnotisé le grand nombre avec des thèmes qu'elle emprunte au vocabulaire de la gauche pour se les approprier. Quand vous voyez que Madame Le Pen parle des fois comme un tract de la CGT, la honte, c'est pas pour la CGT, c'est pour Madame Le Pen qui n'en pense pas un mot. Nul doute que l'actuelle campagne présidentielle va relancer la question de savoir qui copie qui. L'un des slogans choisis pour sa campagne faisant déjà polémique par sa virulence. « Je vote, il dégage », slogan qui s'était imposé pendant l'été quand les partisans de Jean-Luc Mélenchon sillonnaient la France en caravane. Le danger est qu'en utilisant parfois certaines techniques ou certains mots de l'adversaire, on légitime quelque peu ou on banalise également le discours de Marine Le Pen, de l'extrême droite, notamment sur les élites,
notamment sur l'Europe, sur les travailleurs détachés. Faire appel aux sentiments les plus primaires de la population est un risque pour Jean-Luc Mélenchon. Il vaut mieux que ça, Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, c'est ça le travail de la politique, c'est de partir des affects pour en faire des arguments, des raisons, des programmes. Donc ce vocabulaire rend compte de ces affects. Il faut se mettre en situation. Tu arrives et tu dis aux gens, écoutez, c'est votre devoir, il faut être citoyen, il faut aller voter, donc il faut vous inscrire. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font les gens? Ils te répondent, moi je vais aller voter, c'est tous les mêmes. Pour qui? Il n'y a aucune différence. Ça revient au même, à quoi ça sert? Pourquoi vous venez m'embêter? Alors si on dit, oui mais si tu t'en occupes pas, eux ils vont rester. Si tu votes, tu peux les faire dégager. Parce que quand même, ça touche le fond de notre stratégie, qui est une stratégie démocratique. On ne dit pas aux gens, prenez des bâtons, des râteaux, et on va faire une barricade. Hein. Et on s'aperçoit immédiatement que ça fonctionne. C'est-à-dire que les premières réponses, c'est « Ah bah vu comme ça, évidemment, c'est pas pareil ». Donc on voit que la prise de départ, qu'ils s'en aillent tous, qu'ils dégagent, etc., elle est là, elle est dans le pays. Elle est là, tu mets les doigts dedans et tu sors de l'énergie. Qu'ils dégagent, et ça renvoie aussi à un imaginaire qui a pu, dans les années 30, être utilisé par l'extrême droite, le coup de balai, etc. Non, pardon de dire que c'est une récupération et une réinterprétation de l'imaginaire des années 30 qui est exclusivement attribuée à l'extrême droite parce qu'elle a gagné. Mais je voudrais rappeler qu'il y a une affiche où tu vois Lénine avec un balai. On voit le banquier avec son haut de forme qui s'enfuit, les chaînes éclatent. Voilà, même notre mémoire, même nos souvenirs, ils les ont volés. Donc attention à ne pas exclusivement réserver la colère populaire et l'affecter à l'extrême droite. Non, pardon de vous dire, il y a une colère populaire qui est celle de la... Sur l'extrême droite, sur ses mensonges, sur sa capacité de détourner la colère populaire, en particulier contre les immigrés, Jean-Luc Mélenchon fut ce jour-là intarissable. Et l'écoutant parler avec une telle passion, je me disais que décidément, personne n'échappe à son enfance. Car c'est ici, au Maroc, à Tanger, que Jean-Luc Mélenchon a vu le jour. Tanger, un nom de ville qui trouve des échos dans le monde entier. Situé à la charnière de l'Europe et de l'Afrique, riche d'un passé qui rejoint la mythologie dans l'imagination des hommes, Tanger rassemble au flanc de la montagne ses maisons, ses mosquées, ses ruelles animées et cosmopolites. Son père, Georges, était receveur des postes et sa mère, Jeanne, institutrice. À la génération d'avant, les Mélenchon étaient espagnols et italiens. Eh oui, le petit Jean-Luc avait un grand-père paternel qui s'appelait Antonio Melanchon et sa grand-mère maternelle se nommait Caserta. Pendant 11 ans, les Mélenchon ont vécu heureux, au carrefour de 2 continents, dans cette ville où le monde entier semblait s'être donné rendez-vous. Et 50 ans plus tard, l'enfant sage qu'il était à l'école n'a pas oublié ce bonheur passé. Si vous saviez les petites choses dérisoires par lesquelles ça passe, c'est le souvenir de l'odeur de la mer côté Atlantique à Tanger. C'est la promenade sur le boulevard Pasteur avec tout d'un coup cette ouverture sur le détroit de Gibraltar. C'est des toutes petites choses qui des fois n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas mais qui sont tellement présentes, tellement présentes. Or voilà, en 1962, patatras, tout bascule. Et comme des milliers d'autres Français qui de leur côté quittaient l'Algérie, Jean-Luc Mélenchon se retrouve sur un bateau, une valise à la main, abandonnant sa maison, son quartier, ses repères, une si grande partie de ce qui fait pour chacun sa vie, exilé. Le départ d'Afrique du Nord est une blessure qui me met en communion avec la sensibilité de n'importe quel immigré. Je sais ce qu'il ressent. C'est pourquoi certains discours me paraissent si insupportables. L'immigration, c'est un exil forcé. Il ne faut jamais l'oublier. On ne choisit pas son exil comme on choisit ses vacances à l'étranger. C'est une souffrance. Une souffrance, un feu intérieur, né sur l'eau, et qui, loin de s'éteindre en France, va brûler de plus belle jusqu'à l'adolescence. Là où il arrive en Normandie, il est à l'école primaire et l'adaptation est très très difficile pour lui. On l'appelle le bico. Il connaît cette sensation-là, ce racisme, dès le plus jeune âge. Ce qui explique aujourd'hui aussi son rapport à l'Europe. Il dit se sentir plus proche de quelqu'un qui vit en Algérie ou au Maroc
dans le sud de l'Espagne ou de l'Italie que d'un Allemand, d'un Finlandais, d'un Letton, d'un Estonien. Ça joue aussi sur son rapport culturel à ce que doit être l'Europe pour lui aujourd'hui. Vous savez quand et pourquoi il va basculer à gauche? Le rapport à la justice, le rapport à l'autre, avec sa mère qui était catholique, pratiquante. Et il devient de gauche aussi parce qu'il a une petite amoureuse qui lui offre un livre qu'elle avait récupéré dans la bibliothèque de ses parents. C'est l'histoire de la Révolution française d'Adolphe Thiers. Alors on peut dire qu'Adolphe Thiers ce n'est pas de gauche, mais lui se plonge dans cette histoire et c'est un élément fondamental de sa construction politique future. En mai 68, Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore 17 ans, mais la politique l'a en effet déjà saisi à bras-le-corps. Élève au lycée Rouget de Lille de Lons-le-Saunier, il est l'un des meneurs du mouvement lycéen de sa ville. Et un peu plus tard, devenu étudiant, il rejoint l'UNEF et le mouvement trotskiste OCI. Chaque militant avait un pseudonyme, il en était des petites cellules, 2, 3, 4, pour pouvoir rentrer dans ces cellules. Il fallait suivre un groupe d'études révolutionnaires qui durait plus d'1 an, où on avait des tâches pratiques, tout en étant formés politiquement. C'était des militants qui s'estimaient communistes et qui pensaient pouvoir changer le monde par la révolution. En 1973, Jean-Luc représentait la faculté de Besançon, où il était là-bas un des principaux leaders, si ce n'est le principal leader étudiant. Et il est venu dans cet amphithéâtre un peu tumultueux, etc., en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et donc il y a déjà là tout le personnage qui aime quand même, dans la radicalité, un peu d'ordre. Et c'est à ce moment-là que l'étudiant contestataire qu'il était partit faire ses 3 jours à l'armée, découvrant alors sur lui-même une vérité qu'il ignorait. Depuis sa naissance, il était partiellement sourd. J'ai découvert le gouffre qui me séparait d'une audition normale parce qu'on m'a collé pour la première fois le graphique devant les yeux et je n'en revenais pas. J'arrive à en parler. Pendant fort longtemps, je ne le faisais pas parce qu'il y a des maladies ou des difficultés qui prêtent à sourire. Voilà. N'importe quoi à l'œil suscite beaucoup de compassion. N'importe quoi aux oreilles, non. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Tout ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Il n'y a pas de volume sonore. Il faut bien comprendre ça. J'ai des nerfs d'acier, contrairement aux apparences, parce que la vie est une suite ininterrompue de surprises. Donc j'ai passé mon existence à construire une capacité à interpréter des situations que je n'avais pas vues arriver. Ce que ça m'aura aidé à développer, c'est cette imagination sans borne, parce que vous passez votre vie à reconstituer des phrases à partir de quelques mots, et surtout, vous imaginez pour fabriquer des explications. Voilà. Alors on se moque de moi autour de moi, et mes plus proches qui me disent « t'as toujours une théorie sur tout ». Bah oui, je ne peux pas faire autrement. Au sortir de ses études, et à la différence d'autres gauchistes de sa génération, Jean-Luc Mélenchon, on le devine, n'arrêta pas la politique. Au contraire, c'est même à 26 ans qu'il commença à en faire sérieusement, en adhérant au Parti socialiste, dont il restera membre pendant 3 décennies. Un parti dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'aspirait pas à tout chambouler. Et c'est au sud de Paris, dans l'Essonne, que le jeune Jean-Luc, après avoir été notamment professeur de français dans un lycée technique, va faire ses premières armes, devenant le directeur de cabinet du maire de Massy. À l'époque, vous étiez un révolutionnaire ou un socialiste pur jus? J'étais socialiste au sens le plus fondamental du terme et révolutionnaire. La déclaration de principe du Parti socialiste, quand j'y adhérais en 1977, proclamait qu'il n'y avait pas de démocratie accomplie dans le capitalisme possible et que le marxisme était une source d'inspiration, etc., etc., et que le Parti socialiste était un parti révolutionnaire. On l'a oublié maintenant, parce que vu la caricature qu'on a sous les yeux, ça ne vient même pas à l'esprit que c'est pu être un mouvement révolutionnaire. Et le mot « révolution » est souvent surchargé d'une imagerie qui le dessert totalement. Révolution, c'est la violence, les pics, les couteaux, que sais-je. Pas du tout, dans notre esprit, c'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire les puissants n'y sont plus, ceux qui dominent ne dominent plus, les derniers sont les premiers, pour prendre un vocabulaire tiré de l'Évangile, parce que tout ça quand même se tenait beaucoup. Un homme qui n'était pourtant pas le plus à gauche des socialistes,
contribue à arrimer Jean-Luc Mélenchon au PS. C'est François Mitterrand, auquel il restera toujours fidèle, alors même que nombre de socialistes prendront leur distance avec l'ancien président tout de suite après sa mort en 1996. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. Mitterrand en avait fait un de ses exécuteurs testamentaires médiatiques ou publics, transmettre la flamme. Et la sincérité de l'affection de Mélenchon pour Mitterrand, un an après sa mort, la manière dont il en parlait, signait l'authenticité du bonhomme. Et on ne peut pas détester Mélenchon quand on a connu cela. Et malgré tous nos différends, toutes nos disputes, toutes les injures que j'ai reçues, je n'ai rien perdu de mon affection personnelle pour un homme politique qui peut avoir une telle piété filiale pour Mitterrand et pour celui qui l'a fait en politique. Zéro traîtrise, zéro insulte au passé chez Mélenchon. François Mitterrand, pour moi, c'est l'homme du programme commun. C'est l'homme de la mutation du Parti socialiste. Donc voilà, le leader que je suivais d'enthousiasme. Parce qu'il nous tirait de tout, il avait toujours... Enfin bref, ce qu'on attend d'un dirigeant. Maintenant, c'est mon tour, donc je vois bien ce qu'on me demande. Hein. Et puis après, il y a l'homme que j'ai connu. Moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ce n'est pas rien pour moi d'avoir connu et fréquenté le président de mon pays. Ce n'est pas rien, surtout celui-ci, là. Cet homme extraordinaire, d'ailleurs qu'il le reste dans l'histoire. Beaucoup de ceux qui lui ont jeté des pierres, il ne reste rien, ni d'eux, ni de leurs pierres. Mais qu'est-ce que vous pensez de la critique que les socialistes eux-mêmes font de Mitterrand? Cette critique consiste à lui faire porter tous les péchés du monde pour en exempter tous les autres. Il a eu à affronter une situation compliquée par rapport à laquelle nous n'avions aucune grille d'analyse. Le capitalisme a changé et nous ne savions que faire. Mais qui a jamais dit qu'il était irréprochable? Personne d'entre nous ne dit qu'il est irréprochable. Mais moi, je veux faire vivre la leçon. L'attachement de Jean-Luc Mélenchon à François Mitterrand ne l'empêche pas cependant de semer le trouble dans son propre camp. Implanté dans l'Essonne et animant avec Julien Drey et Marie-Noëlle Lieberman un courant du PS qui s'oppose à la gauche molle, Jean-Luc Mélenchon rue dans les brancards à chaque occasion. Partout où on passait, on mettait le feu, on aggravait les tensions, parce qu'on pensait que l'énergie sociale libérerait le parti de son inertie. Ensuite, on a fait une série de coups d'État. Les gens oubliaient tout ça, mais à un moment donné, le Parti socialiste a changé une fois par an de secrétaire national. C'était énorme comme situation. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'à chaque étape, on était là, en train de comploter, bon, parce qu'on voulait passer à autre chose. Et puis, finalement, c'est autre chose qui est passé sur nous. Voilà. Mais c'était ça l'idée, changer la direction et changer la nature du parti. Laurent Fabius les appelle les cracheurs dans la soupe. Le PS les condamne pour amoralisme politique. Ils constituent l'infernal trio de l'Essonne. Lieberman, Mélenchon, Drey ne ratent jamais une occasion de faire parler d'eux. Après avoir dénoncé la torpeur du PS, ils attaquent aujourd'hui la 5e République. En veulent une 6e vraiment parlementaire. Bref, demandent au président une vraie révision constitutionnelle. Pour une 6e République, disait la banderole accrochée au-dessus de la tête du trio infernal. Même si ce n'est pas sur le Mélenchon socialiste, qui intrigua pendant des années pour prendre la tête de son parti, que j'aurais eu l'idée de faire un film, je dois lui reconnaître de la suite dans les idées. Car de fait, aujourd'hui encore, rompre avec la 5e République du général de Gaulle reste son cheval de bataille. Le document du Front de gauche dit: si nous sommes, nous, à la tête de l'État, nous convoquerons une constituante. Nous voulons passer à la, lisez sur mes lèvres, 6e République. Le programme du Front de gauche, et nous convoquons une constituante, comme cela a été fait dans tous les pays où a eu lieu une révolution citoyenne. Moi, j'aime les régimes parlementaires. Et puisque tout le monde me parle sans arrêt de l'Allemagne, par exemple du type de l'Allemagne, le chancelier, le Premier ministre, est celui qui a conduit la liste aux élections législatives qui arrive en tête. Voilà qui est simple. Et il a des pouvoirs qui sont placés sous le contrôle du Parlement. Voilà. Moi, mon idéal dans la vie, c'est Cincinnatus. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire antique. Tu fais le travail, tu le fais bien, et après tu rentres à la maison. Moi, je ferai la constituante, le programme qu'il y a là-dedans, et je rentre à la maison. Mélenchon, Cincinnatus. Un homme politique qui affirme que son rêve n'est pas d'être César et qui est obligé néanmoins
de se présenter pour la seconde fois à une élection présidentielle au suffrage universel pour devenir monarque. Il est tiraillé par le fait qu'il se présente à une élection présidentielle dans la Ve République qui veut qu'on élise un homme, et en même temps, il représente un courant où il ne faut pas qu'il y ait d'idole. Ah, ne commencez pas ces mauvaises manières. On ne crie pas mon nom. On crie résistance. Mais quand on y réfléchit, ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon est dans le paradoxe, se servant du système pour le combattre de l'intérieur. C'est même une des clés du personnage qui permet par exemple de comprendre pourquoi, en 1986, les circonstances rendant possible son élection au Sénat, il s'y engouffre sans état d'âme, devenant ainsi le plus jeune sénateur de France. C'était pas le but de sa vie, d'être sénateur. Bon, il se trouve que ça s'est présenté comme ça. En revanche, un révolutionnaire, il sait être opportuniste, c'est-à-dire saisir des occasions qui permettent d'asseoir une influence. Ça offre une tribune aussi, d'être élu. C'est une position à partir de laquelle on parle et on peut s'adresser à une audience élargie. Jean-Luc Mélenchon, qu'on présente un petit peu ici toujours comme l'enfant terrible des sénateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec le genre de discours que nous venons d'entendre ? Je respecte trop mes collègues pour leur dire que je ne suis pas d'accord, mais tous les 3 ans, on redécouvre le Sénat et tous les 3 ans, on se demande à quoi il sert. Je crois que nous, on ferait bien aussi de se poser la question. Je pense que nous sommes, c'est vrai, assez coupés de l'opinion. C'est par sa composition sociale, c'est par sa moyenne d'âge, par sa composition hommes et femmes. Ici, il règne une misogynie qu'il faut pointer du doigt. Et d'ailleurs, les socialistes, nous ne sommes pas hors de toute critique. Pourquoi est-ce que vous étiez opposé au Sénat ? Dans l'idée que je me faisais d'une république, il n'y avait pas de Sénat. Je n'ai jamais adhéré à l'idée d'après laquelle le Sénat représenterait les territoires, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de représenter les populations. Mais en même temps, c'est une chance inouïe donnée à un homme aussi jeune. Et j'y ai appris l'essentiel de ce que j'ai su faire après, parler sans notes, ergoter des heures durant sur des textes avec une mauvaise foi totale, et d'autres fois avec une bonne foi absolue. C'était une école très dure, parce que vous aviez là des spécialistes. Donc un mot de travers, pas vous faisiez aligner. Donc il ne pouvait pas être question d'arriver là les mains dans les poches. Donc c'était dur, mais très valorisant. Ça, je n'y avais pas pensé. Ce serait donc au Sénat, l'une des institutions les plus conservatrices de la République, que Mélenchon le rebelle aurait peaufiné ce talent oratoire que tout le monde, y compris ses détracteurs, lui reconnaissent. C'est un orateur réellement hors du commun, c'est-à-dire que c'est un tribun charismatique. Il y en a, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais que je suis sûr qu'il est aujourd'hui sûrement dans les 2 ou 3 meilleurs orateurs politiques actuels, peut-être le meilleur. Nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France. Nous sommes le drapeau rouge et le rouge du drapeau. À la fois, il transmet de l'énergie, comme beaucoup d'hommes politiques, mais il transmet de l'énergie. Vous avez aussi bien Sarkozy que Besancenot. Quand vous écoutez Jean-Luc, ça m'a toujours, moi, fasciné, vous avez le sentiment, en sortant de la salle, que vous êtes devenu un peu plus intelligent, que vous comprenez un peu mieux le monde. Et je crois que c'est ça qui est le fond même de ce qu'il souhaite transmettre, et y compris de ce qu'il vit lui-même comme individu. C'est-à-dire que tout doit lui servir à mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes et à être un peu plus intelligent. Disons qu'il a un rapport à la communication qui est vraiment très différent de tous les autres hommes ou femmes politiques qui vont mesurer leurs propos, qui vont les calibrer, spécialement pour la presse. De nos jours, on a toujours les discours des politiques qui nous sont donnés pour faire son travail. Même certains facilitent la tâche en soulignant les phrases à retenir. Bon, avec Mélenchon, il n'y a pas ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'a pas été réfléchi, pesé, mesuré avant. Mais dans la façon dont il veut amener son effet, il a une autre méthode, quoi. Une autre méthode. Eh bien justement, j'ai eu envie de voir de près comment l'ancien sénateur socialiste avait bien pu devenir le leader des insoumis français. Comment aujourd'hui il la mettait en pratique, cette autre méthode. Et c'est à Lille que je me suis rendu,
m'incrustant dans sa loge pendant la préparation du discours qu'il devait faire le lendemain. Il y a 10 fois trop de choses là-dedans. Alors, c'est peut-être juste une affaire de rythme. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Et ça se remplit petit à petit, tu vois. Après, c'est illisible, j'ai plus qu'à tout foutre. Saint-Just disait que c'est la mémoire des ânes, les notes. Il n'avait pas tort. Ça, c'est pour votre intervention? Oui, parce que j'écris pas le discours. Donc, je fais un plan comme ça. Et comment vous voilà. suivez? Pom, 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 pom. Hein? Et comment vous allez le suivre ensuite? Eh ben, quand tu l'as travaillé des heures, ce qui va être le cas de celui-là, tu l'as dans la tête. Il y a des trucs qu'il faut savoir. Il faut savoir commencer et finir. D'accord? Après, il faut travailler les intervalles. Bien. Et à un moment donné, en le regardant cogiter ainsi à haute voix, je compris la capacité qu'il a d'être non seulement éloquent, mais aussi pédagogue. Notamment sur une question où je ne l'attendais pas, l'écologie, et qu'il a pourtant mise au cœur de sa campagne. Par hasard, le voilà qui tombe sur un article du Figaro, ce qui lui donne matière, le lendemain, à improviser un véritable sketch politique. L'élevage, et là-dedans, on a lu qu'il y avait un gars qui vantait son jambon comme étant sans antibiotiques. Les industriels français sont sans doute les plus innovants au monde. Génial. En témoignent la cave à viande, les moulins à champignons et autres boudins de quinoa à découper, primés. Non mais c'est intéressant tout ça. Hier je regarde, je préparais le discours là, puis tout le monde m'a dit « Oh pas trop, si, trop ». Je regarde un journal, et justement ça parlait de l'inventivité dans l'agroalimentaire. Tant mieux, je les félicite, ils sont très inventifs. Alors, quelqu'un a inventé une cave à viande. Je ne sais pas ce que c'est, je vais me renseigner. Hein. Alors c'est très innovant. Un autre a inventé je ne sais pas quoi, et dans les produits qu'il propose, du jambon sans antibiotiques. Ils pourrissent tout, et après ils passent en vous disant « Mais il m'en reste un peu du pas pourri, est-ce que vous en voulez ?» Voilà. Mais attendez, vous allez voir. Écoutez-moi les gens, c'est un modèle économique. Pourquoi? Parce qu'ils font plus de marge sur le jambon avec de l'antibiotique. Et alors nous faisons notre plus-value, disent-ils, non pas sur les produits ordinaires, pour le vil peuple qui n'a qu'à manger du jambon s'il en mange avec des antibiotiques. Nous faisons nos marges sur les produits plus raffinés, c'est-à-dire le jambon sans antibiotiques. C'est un modèle économique. C'est avec ça qu'il faut cesser. C'est absurde. Et vous en connaissez la conclusion de ce modèle alimentaire. Non seulement c'est l'empoisonnement généralisé, mais c'est un gâchis inouï. Aujourd'hui, certains médias découvrent que Jean-Luc Mélenchon est devenu écolo. Or, déjà en 2012, il tenait exactement le même discours dans ses meetings. Nicolas Hulot a dit, juste après 2012, qu'il avait fini par voter Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et non pas Eva Joly, qui était la candidate d'Europe Écologie Les Verts. On vous a dressé, les amis. On vous a éduqué. Le capitalisme est entré dans votre corps. Il vous a appris à goûter. Il est sur votre langue, il est dans vos papilles. Résultat, 40% de la production agricole est foutue à la poubelle, parce que sinon vous ne l'achèteriez pas, parce que la pomme n'a pas la bonne forme, parce que la tomate n'a pas la bonne couleur, etc., etc., etc. 40%. Une civilisation qui vit sur le déchet. Pourquoi faire? Pourquoi fait-elle ça? Pour faire du fric. Il n'y a que ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les motive. Il n'y a que ça qui les occupe. L'argent, 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 l'argent. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'était très bien. 1h30, c'est un peu long. Hein. Ouais, mais vu tout ce que tu avais, ça aurait pu être encore plus long, en réalité. Je l'ai fait grâce du plastique et des verres de terre. C'était très humaniste. et vu la gravité de la situation, ça correspondait bien. Juliette. Le journal de France 2 a ouvert, c'était leur deuxième titre. Le journal de France 2 a ouvert sur toi, c'est leur deuxième titre.
dans le journal, sondage où Jean-Luc Mélenchon mieux placé à gauche. Et là, c'est Raquel qui me tient au courant. Ils sont en train de faire un direct dans le village. Voilà. Super. Ok. On est à 138 000 soutiens, dis donc. Ouais. On a gagné 3 000 personnes dans un discours. C'est bon, non? J'espère que c'était convaincant. Un coup de rouge. Un petit coup de rouge. Quelques minutes plus tard, entrait dans sa loge une vingtaine d'invités, à même de rassurer l'artiste sur sa prestation, dont l'ancienne ministre de la Culture du Mali, l'ambassadeur de Bolivie, celui du Venezuela, ou encore l'ancienne présidente du Parlement grec. La présence en ces lieux de plusieurs personnalités originaires d'Amérique latine était logique. Ce sous-continent accompagne Jean-Luc Mélenchon depuis des années, et rien de ce qui touche à la Bolivie, au Venezuela, mais aussi bien au Chili, à Cuba ou à l'Équateur, ne lui est étranger. Il se trouve que Massy, en Essonne, a été une terre d'accueil pour tous les réfugiés politiques du continent sud-américain dans les années 70, ces années où les dictatures se sont installées, 73, 76. Et Jean-Luc, qui parle espagnol couramment, enfin qui est totalement bilingue même, et il y a tissé des liens extrêmement forts. Il aime ces pays, il aime ces ambiances, il connaît cette culture. Et puis, il y a eu dans la dernière période, même si là, la parenthèse est peut-être en train de se refermer, cette idée que la gauche latino-américaine traçait le chemin. Il découvre que en Amérique latine, comme il dit, la flamme repart, quoi. La flamme socialiste se rallume. Et qu'il y a des gens qui disent non, nous, même si le mur est tombé, c'est pas pour autant qu'on va accepter le modèle américain, un modèle capitaliste. Donc on veut faire autre chose. Donc il découvre les progressistes d'Amérique du Sud. Il s'est dit, mais comment ça se fait qu'au moment où nous, on est en plein effondrement, eux arrivent à susciter un espoir? Dans tous ces pays, ils ont réparti la richesse autrement. C'est le cas du Venezuela. Au moment où nos amis arrivent au pouvoir, le baril de pétrole est à $100. Donc au lieu de faire genre roi d'Arabie Saoudite, je garde tout pour moi et ma famille, ce qui était le cas avant, les corrompus gardaient tout pour eux, Chavez s'est mis à tout distribuer. À distribuer en grand. Et donc à créer un enrichissement de la société, la formation d'une nouvelle classe moyenne. Bon, ça a créé d'autres problèmes après. Mais tout cet apprentissage-là, je veux pas qu'il soit perdu. Il y a certainement du positif chez Chavez ou Castro, mais pourquoi êtes-vous toujours réticent à dire qu'il y a aussi du négatif? C'est ça la ruse du système. Elle dit, mais monsieur, vous êtes un homme intelligent. Tout ça n'est pas parfait. Alors vous commencez par dire, bah non, parce que vous êtes un peu cultivé, vous savez bien que c'est pas de ce monde, la perfection. Ah oui, alors dites-nous quoi? Et vous vous retrouvez dans une interview à faire la liste de tout ce qui va pas. Alors que vous êtes censé être quelqu'un qui est intéressé, qui veut soutenir, qui veut apporter le meilleur. Mais vous savez, ce que je vous raconte là, je l'ai vécu mais 100 fois. On pourrait peut-être commencer d'abord par dire ce qui est bien. Par exemple, combien il y a de pauvres en moins. Comment ça se fait que, grâce à Chavez, il y a eu la mission Milagro? Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais la mission Milagro, vous savez ce que c'est? C'était des gens, de pauvres gens qui avaient la cataracte. Tout le monde s'en foutait de ce qui leur arrivait, ils y voyaient plus. 100 000 personnes ont été guéries de la cataracte. C'est des gens qui voyaient plus et qui voient. C'est pareil pour Cuba. Comparé au reste des Caraïbes, comparé à Haïti, vous prieriez pour avoir Fidel, pour que vos enfants ne mangent pas de la terre, pour apaiser la souffrance de la faim. Alors après, est-ce que moi j'ai l'intention de prendre Cuba comme modèle? Ben certainement pas. Enfin, c'est quand même eux qui ont trouvé le moyen de stopper la contamination du sida dans le ventre de la mère. C'est quand même eux qui ont trouvé les premiers remèdes contre le cancer du poumon, etc., etc. Alors, pour la critique, je laisse les autres. Et que chaque citoyen démêle entre mes commentaires favorables et les commentaires défavorables, qu'il se fasse son idée s'il peut se la faire. Mais c'est pas à moi d'aller faire comme ça des bilans négatifs. Je sais bien que c'est pas parfait. Je pourrais vous dire des tas de choses sur les imperfections. Bref, refusant de hurler avec les loups, Jean-Luc Mélenchon considère donc que la politique n'est pas un dîner de gala et que nul ne s'en sort indemne. Cette conception réaliste de la politique, qui n'est pas dépourvue d'un certain cynisme, ne tombe pas du ciel. Mélenchon l'a forgée tout au long de ses 30 années de combat au sein même du PS. D'ailleurs, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui si on oublie que celui auquel il s'est le plus souvent opposé du temps où il complotait pour prendre la tête du parti, dont ils étaient tous les deux membres, c'est François Hollande, qui, lui, réussit à devenir premier secrétaire et à marginaliser ce trublion de Mélenchon qui l'insupportait. On peut dire qu'il n'y a jamais eu d'atome crochu entre Mélenchon et Hollande? Non. Non.
Non, non, jamais. Jean-Luc, Tu fais ton petit point de presse? Non, je passais, cher ami. Je pense qu'il trouvait que c'était un techno, il trouvait que c'était pas assez un politique. Il ne l'a jamais profondément respecté. Fort heureusement pour lui, contournant l'hostilité de François Hollande et de quelques autres, le pouvoir, Jean-Luc Mélenchon finit par s'y retrouver en mars 2000, devenant enfin membre du gouvernement Jospin. Certes, il ne fut alors que ministre délégué à l'enseignement professionnel, mais se retrouvant ainsi au cœur de l'État, Jean-Luc Mélenchon aurait eu mauvaise grâce à bouder son plaisir. Chaud et froid, hein. Froid là-bas au bout, chaud là-devant. Hein. C'est vous qui mettez des majuscules partout comme ça. Après une virgule, l'ancien prof de français que je suis est scandalisé. Hein. Bon, allez, à bientôt, jeune fille. Oui, j'étais très heureux dans mon rôle de ministre. D'abord parce que je me sentais profondément utile, comme peu de fois dans ma vie. Je suis un intellectuel, pas manuel pour dessous, hein, et j'ai toujours éprouvé une sorte de fascination pour les machines, les métiers, que je suis incapable de mener et de comprendre comment on construit une carlingue, comment on fait marcher un système automatisé. C'était magique. C'est vraiment un des moments les plus heureux de ma vie, c'est sûr. C'était un très bon ministre. Il avait d'un seul coup la glorification du travail manuel, la grande noblesse de l'ouvrier, de l'apprenti, de celui qui fait avec ses mains. C'était pas une posture, c'était une conviction politique forte. Il a eu trop peu de temps et trop peu d'argent, sinon cette politique-là était la bonne. Tous les gouvernements suivants ont couru après avec de grands discours et peu d'actes. Il a failli être un très grand ministre, il lui a manqué du temps et des moyens. La suite est moins joyeuse. En 2002, Lionel Jospin se présente à l'élection présidentielle et contre toute attente, le voilà qui mord la poussière, battu au premier tour par Jacques Chirac et pire que tout, par Jean-Marie Le Pen. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Toute la gauche est KO debout et Jean-Luc Mélenchon plonge dans un état qu'il n'avait jamais connu jusque-là. Je pense qu'il avait une certaine estime de Lionel Jospin. Et de voir cet homme politique battu de cette manière-là, ça l'a ébranlé. Il était dans la cour, ici, à Solferino, et il disait « je m'en remets pas, je m'en remets pas ». Et ça revenait sans arrêt comme un lecteur. J'arrive pas à m'en remettre, je m'en remets pas. De sa chute, j'ai tiré une déprime, la vraie, la maladie. Je suis tombé malade, tellement le fait m'a percuté et m'a paru tellement profondément injuste. Le corps, les affections, les amours, tout s'était écroulé autour de moi. Difficile de connaître la nature exacte de ce que Jean-Luc Mélenchon appelle sa dépression. En revanche, il est possible de savoir quand elle se termina pour de bon, lors du référendum de 2005. Car la campagne qu'il mena alors en faveur du non au traité sur la Constitution européenne se révéla le plus efficace des traitements. S'opposer, comme la majorité des Français, à ce texte aussi abscon que libéral fut pour lui providentiel. D'autant plus providentiel que, ce faisant, il s'opposait également à la droite et à la direction de son propre parti, qui de la même voix appelait à voter oui. Le non socialiste existe, il prend sa place dans le nom de gauche. Clairement, à l'époque, les derniers miasmes de la dépression, les derniers points d'attache se dissolvent. Pour moi, la bataille de 2005 a été un renouveau personnel de fond en comble et de mon enracinement dans mes convictions. Et j'ai d'abord été émerveillé par le niveau de connaissance et de formation des dirigeants. Quand vous êtes sur la même tribune que Olivier Besancenot, Marie-Georges Buffet, combien d'autres comme ça, vous vous dites, waouh, il y a de quoi faire un parti extraordinaire. Hein. Et moi, je me suis refaçonné et définitivement mis à distance du PS, parce que je riais quand il pleurait, je pleurais quand il riait, et avec moi, combien d'autres. Quand j'ai adhéré au Parti socialiste il y a 30 ans, ce n'est pas comme si j'étais entré au monastère, n'est-ce pas? Je n'ai pas juré obéissance à je ne sais qui. Et un moment que je peux raconter qui pour moi a été un effet déflagrateur, je suis dans la Somme et on m'a invité pour une réunion sur le non. Alors les gens sont venus, on a mis une petite estrade, il y a l'ancien combattant qui a fait un discours,
il y a la secrétaire fédérale du Parti communiste, qui est une infirmière, qui a fait un discours. Et puis il y a une salle remplie de gens. Bref, je suis dans une réunion populaire. Je me sens ridicule avec mon costume et mon air empesé de sénateur. Et quand mon tour vient de parler, je ne sais pas ce qui me prend. Au milieu du discours, je commence à leur dire « votez pour les châtiés ». Les importants, les belles personnes. J'avais fait toute une liste comme ça de mots, parce que c'était difficile. Comment nommer les autres? On ne pouvait pas dire la droite, il y avait les socialistes dedans. Votez, leur dis-je, votez, votez, votez pour les châtiés. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la salle. Tout le monde se lève et se met à crier. Ce moment est déflagrateur, parce que je me dis, mon Dieu, j'ai fait partie de ceux qui tenaient le couvercle. Sur ces gens qui sont là, et qui à cet instant, ouf, la porte est ouverte et leur énergie se lâche. Et je pense que je date de ce moment-là, vraiment ma rupture affective avec le monde duquel je viens. À ce moment-là, je ne suis plus le sénateur socialiste que j'étais. Je redeviens une de ces personnes qui mettent des petites laines sur la blouse. C'est la blouse de ma grand-mère, c'est l'habit des gens qui m'ont entouré. Je sais que je suis avec eux. En 2005, contre la coalition des belles personnes, le non triomphe et avec lui Jean-Luc Mélenchon, ivre de bonheur. Sa conviction est faite. Désormais, point de salut, sinon hors du Parti socialiste. Il a beaucoup regretté que les tenants du non de l'époque, on ne soit pas capable d'avoir renversé la table au sein du PS, alors que notre électorat avait été majoritairement à voter non. Il a espéré qu'on puisse sortir à plusieurs, sans doute, et ça ne s'est pas fait. Ensuite, je crois que sa décision était prise et il a cherché le moment opportun. Le moment opportun, ce sera 3 ans plus tard, la rupture définitive de Jean-Luc Mélenchon avec la vieille social-démocratie. En 2008, il annonce qu'il quitte le Parti socialiste et, dans la foulée, crée son propre mouvement. Je sais que ce que je suis en train de faire est décisif, ça oui, je le sais. Parce que c'est la première fois qu'il y a une scission du Parti socialiste depuis le départ de Jean-Pierre Chevènement. Et je sais que je ne ferai pas les erreurs d'isolement qu'a fait Jean-Pierre Chevènement. Et je sais au moment où je sors du PS que j'ai un allié qui m'attend dehors, qui est le Parti communiste de Marie-Georges Buffet, je le sais. Parce que nous en sommes convenus avant, parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu des signaux donnés, bon, ce sont des choses très précises. Donc je sais que nous allons faire quelque chose qui va s'appeler le Front de gauche. Nous avons la certitude qu'il y a dans ce pays une gauche disponible, une énorme énergie disponible pour affronter la droite et pas s'abstenir devant elle. Nous nous déclarons partisans de la formation d'un front de gauche. Ça veut dire très clairement que nous nous adresserons à tous ceux qui sont disponibles. Alors, pas de doute. Jean-Luc Mélenchon, le Mélenchon qui est aujourd'hui l'un des 2 ou 3 hommes politiques les plus populaires en France, le Mélenchon qui se retrouve de nouveau candidat à l'élection présidentielle, mais pour la gagner cette fois, le Mélenchon qui peut déjà se féliciter d'avoir bouleversé la donne à gauche, celui-là est vraiment né en novembre 2008. Libéré de ses entraves, métamorphosé par sa sortie du Parti socialiste, Mélenchon se sent pousser des ailes. Et à 57 ans, comme s'il n'avait plus une minute à perdre, il fonce tous azimuts. De même qu'il s'était fait élire sénateur dans une institution conservatrice qu'il combattait, il se fait élire député européen dans une Europe libérale qu'il veut chambouler. Il souhaite devenir incontournable à gauche et il y parvient en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, s'imposant notamment comme une véritable bête médiatique. Le rôle du système des médias est donc de rendre compréhensibles les enjeux et les points de vue contradictoires. Oui. Il n'y a pas de vérité. Oui. Il n'y a pas vos sacrées phrases qui consistent à dire concrètement, pour résumer, en bref, et toutes vos salades qui font qu'un problème compliqué est résumé en un truc incompréhensible. Le niveau baisse. Le niveau de l'argumentation s'effondre. Mais vous avez raison, Alain. Mon niveau baisse, il n'a jamais été très élevé. Vous êtes splendide et magnifique. Il y a des moments depuis toujours. Vous êtes une sorte de médiacrate qui confie une Bouddha de la vérité. Vous avez raison et je ne dis plus rien. Alors que vous, mais écoutez-moi, vous n'avez pas de point de vue et vous ne cherchez pas à j'ai un point de vue, j'essaye de convaincre, je ne prétends pas avoir raison. Journaliste, il les méprise en tant que corporation et individuellement, en général, il les déteste. Ce qui est bien, c'est qu'on ne se sent pas seul à être détesté. C'est toujours un peu désagréable si on a l'impression à un moment qu'on est seul à être détesté par quelqu'un. Lui, non, on est tous détestés.
Il a considéré à un moment donné que pour avoir le vote populaire, il fallait partir en guerre contre les élites, notamment la partie la plus visible des élites, l'élite médiatique. Donc il a fait de l'invective du journaliste, quand ce n'était pas de l'insulte, une arme politique. Il parlait moins aux journalistes qu'il prenait à partie qu'à l'électorat populaire dont il pensait que cette agression flatterait les sentiments et lui vaudrait les voix. Avant d'aller le voir, on se demandait mais qui va prendre le feu? Est-ce que c'est toi au Figaro? Ouais, c'est toi à Libé? Toi le Parisien, tu peux même pas rentrer, t'es blacklisté. Il y avait une sorte de méfiance du coup préinstallée, puisque avant même de rentrer dans la salle pour qu'il nous parle, oui, chacun est sur ses gardes de qui va prendre le feu en premier, quoi. Ah, celle-là, les nouvelles comme question. Alors là, je vais vous dire à RTL, vous êtes mis à combien pour trouver ça? Ah oui, alors là, oui. On a l'impression que chaque question qu'on lui pose, c'est la question de les questions, et que le sort du monde est engagé. D'ailleurs, il est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir en permanence quelque chose à démontrer, tout le temps. Sur tous les sujets, je dirais sur les sujets politiques, ce qui après tout se comprend, mais on a même l'impression que si on trouve que la clim est un peu forte ou un peu faible, il voudra démontrer quelque chose. Il répond comme un adversaire politique, quoi. Et il dit d'ailleurs, les médias, pour nous, c'est l'adversaire numéro 1. C'est pas la droite, c'est pas Le Pen, parce que c'est pas Le Pen qui arrive et qui met des sujets comme ça à la télé. Non, ça n'existe pas. C'est pas la droite qui appelle les journaux pour dire parler de ci, parler de ça. Non, c'est les médias. Donc les médias sont l'ennemi numéro 1. C'est évident que notre adversaire est moins le dirigeant politique qui est vu parfois par nos concitoyens de manière assez critique, à juste raison, que nombre des médias qui forgent les consciences. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon est aussi un personnage qui incarne lui-même parfois cette colère, cette conflictualité avec certains journalistes qui répètent toujours, sous une forme de prétendue évidence, des choses qui sont totalement discutables. Bon, j'aimerais tirer au clair le rapport que vous entretenez avec les médias. Les journalistes, vous les détestez vraiment? On ne peut pas s'arrêter à dire les journalistes, parce que le journaliste de la rubrique sportive ne m'a rien fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Le journaliste de la rubrique culturelle, je le regarde, mais je ne suis pas en état de porter une appréciation sur la valeur du travail qu'ils font. Donc c'est une généralisation qui n'a pas de sens. Les rubricards politiques, oui, je suis catégorique. Parce qu'ils finissent par vivre dans une sorte d'intimité aussi avec les dirigeants politiques, qui rendent tout ça comme tout inextricable. Pas un instant, je ne ressens de mépris pour les personnes que je rencontre. Mais je m'interdis la naïveté de croire que tout ça soit un jeu à la loyale. Non, 90% des médias sont possédés par 9 milliardaires dans notre pays. Voilà, il faut le savoir et s'interdire la naïveté. En tout cas, quand on prétend exercer des responsabilités de très haut niveau et jouer un rôle dans la géopolitique mondiale, on ne peut pas se mettre à la merci d'une illusion aussi stupide que de croire que celui qui vous interroge est seulement de bonne foi. Cette conviction que le système médiatique est de mauvaise foi conduit en effet Jean-Luc Mélenchon à ne jamais céder un pouce de terrain, même quand son intervieweur requiert de sa part un simple acquiescement, une toute petite adhésion au consensus général, comme par exemple quand il lui était demandé de condamner les bombardements russes en Syrie, ce qui semblait la moindre des choses. Est-ce que vous contestez la notion de crime de guerre imputable à la Russie ? Tout ça, ce sont des bavardages. Il y a une guerre... Non, c'est une réalité terrible aujourd'hui encore. Oui, d'accord, ok. Jean-Michel Grossior, alors nous allons commencer par dire que nous n'aimons pas les bombardements, ni vous ni moi. D'ailleurs, nous ne les avons jamais aimés. Vous voulez voir de ma bouche sortir le mot russe pour que ça rentre dans le vocabulaire ambiant. Alors, les bombardements en général sont condamnables, monsieur Jean-Michel Grossior. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux parties essayent de la gagner. Je verrai bien la tête et les questions que vous poserez à vos invités d'ici quelques jours. Quand commenceront les bombardements sur Mossoul, vous les trouverez divins, parce que libérateurs, vous savez... Je ne sais pas si vous visionnez vos interventions à la télé, mais vous ne vous dites jamais, après coup, que vous avez peut-être été trop intransigeant? Il faut comprendre la mécanique. Quand la machine médiatique se met en route, il faut que tout le monde cotise au même endroit. C'est la quête. Hein. Donc si la mode de la semaine, c'est abat les bombardements d'Alep, il faut commencer par dire abat les bombardements d'Alep, et après tu dis ce que tu veux, ça s'en fout. Ce qui compte, c'est même Mélenchon condamne, ce qui sous-entend que, au fond, j'ai déjà une accointance particulière avec les bombardements, mais que dans ce cas-là, quand même, je trouve que c'est trop. Et c'est cette façon d'exiger la cotisation qui, moi, me met les nerfs à vif. Hein, parce que je vois arriver la main de la manipulation. Et puis surtout, il veut pas perdre, quoi.
Il a un orgueil qui fait que non, il ne va pas vous accorder la réponse que vous imaginez. Bien sûr, il condamne les bombardements en Syrie, mais il ne veut pas avoir à le répéter 100 fois, il ne veut pas qu'on l'enferme là-dedans, parce que c'est, comme il dit, mettre le doigt dans l'engrenage, quoi. Il faut vraiment avoir à l'esprit que, pour lui, une interview, c'est pas quelque chose de gentil et neutre et sympathique. Pour lui, comme il dit, c'est monter sur un ring. C'est un affrontement, c'est un rapport de force, de toute façon. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, ça. Ça ne vous ennuie pas qu'au final, on fasse de vous un partisan de Poutine? La vie médiatique, c'est comme une scène de Santon. Chacun est à sa place. Alors, le berger, le boucher, le cavalier. Pour que la scène soit au point, que ça se rentre dans le cadre, il faut que chacun occupe une place. Voilà. Donc, moi, on m'a mis à la place du méchant. À chaque fois qu'il y a un méchant qui apparaît dans le tableau, il faut que je sois d'accord avec. Un coup, c'est Fidel Castro, me voilà castriste, le lendemain, c'est Chavez, le surlendemain, c'est Poutine. Pour quelle raison sympathiserais-je avec M. Poutine? Pourquoi? Parce que j'ai dit, la Russie, ce sont des partenaires et pas des adversaires. Donc vous m'entendez? Si je suis le président de la République française, je m'entendrai avec les Russes et je ne me soucie pas de savoir qui dirige leur pays. Parce que le général de Gaulle ne s'est pas soucié de savoir que c'était Staline qui dirigeait l'URSS quand il a passé un pacte avec. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas soucié de dire que c'était Mao Tse-tung qui dirigeait la Chine quand il l'a reconnu en 1964 et que c'était le seul pays qui faisait ça. Parce que la France, elle a des partenaires qui sont dans l'histoire longue. Voilà. Et nous, on doit nécessairement s'entendre avec les Russes. Et chaque fois qu'on ne s'entend pas avec eux, ça tourne à la catastrophe pour les Français. Donc après, c'est une autre chose de dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec tel ou tel régime. Enfin, c'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Moi, mon ami russe, il est président d'une organisation qui s'appelle le Front de gauche. Il a déclenché des manifestations. Où il est, mon ami russe? Il est en prison. Et pourquoi ça serait moi qui serais d'accord avec Poutine? Non, là, c'est abusé. Moi, j'accepte d'être critiqué durement dans ce que sont mes positions, pas dans celles qu'on m'attribue. Dans cette crèche médiatique, où Jean-Luc Mélenchon a donc le sentiment d'occuper la place du méchant, je ne sais pas à quel autre Santon il préférerait qu'on l'identifie. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont eu l'occasion de le suivre et de le voir un peu dans l'intimité connaissent un autre trait de sa personnalité, inattendu, qui en fait au quotidien un personnage plutôt débonnaire et simple. Moi, il m'a toujours surpris par ses choix de restaurants quand on faisait des entretiens, parce que, voilà, c'est pas des troquets, mais c'est des restaurants plutôt simples, quoi. C'était pas la coupole ou des endroits très, très chics. C'est pas des tables avec des nappes. Je te commande un vin naturel. Pour faire peuple, il suffit pas de relever les manches de sa chemise, comme le font certains. Tu vois très bien quand un mec il est à l'aise, quand c'est la même culture, c'est un mec qui peut manger un sandwich sur le bord d'un zinc et on n'aura pas l'impression que c'est une vache qui a trouvé un canif dans un pré, quoi. Vous diriez du coup que vous n'êtes pas déconnecté de la vie des gens? Je suis déconnecté de la vie des gens. C'est pas parce que je vis dans un quartier populaire, parce que je prends le métro, parce que j'ai pas de chauffeur, ni de voiture, ni de garde du corps, que pour autant mon revenu ne me sépare pas radicalement des autres. Les parlementaires reçoivent une indemnité parlementaire de 5 000 à 6 000 euros. Le revenu moyen du pays, c'est moyen, hein. Du plus riche au plus pauvre, c'est 2 000. Le salaire médian, c'est 1 700, 1 800 euros. Donc, quand on vit de cette manière-là, on ne vit pas comme les autres. Du point de vue de mes conditions matérielles d'existence, je suis déconnecté des autres. Mais ça me crée un devoir. C'est là que la morale intervient. C'est ceux qui peuvent le plus qui doivent se mettre au secours des autres. D'abord, c'est à eux le premier devoir. Et en parlant comme je le fais, à chaque fois, je m'adresse à ceux qui sont dans la même situation que moi. Dire non, il ne faut pas rester dans votre coin, pas vu, pas pris. Et comme l'a dit quelqu'un très brillamment, la morale, ça ne peut pas être profite et tais-toi. Le sentiment d'avoir une dette à l'égard des plus démunis est sans aucun doute présent chez Mélenchon. Et d'aucuns y verront l'influence persistante de sa mère, catholique pratiquante. Cela explique en tout cas le point de désaccord sur lequel il rompra définitivement avec François Hollande, pour qui il avait appelé à voter au second tour des présidentielles. En 2012, il se rend à l'Élysée pour accomplir une mission sacrée et faire du coup une demande aux nouveaux locataires. La seule demande que lui a faite Jean-Luc, sur laquelle il a vraiment beaucoup insisté, c'était l'amnistie des syndicalistes, condamnés sous Sarkozy.
François Hollande lui avait dit « oui, oui, je te le promets ». Il n'a pas tenu sa promesse. Sauf que là, pour Jean-Luc Mélenchon, c'était des vies, des gens qu'il connaissait, qu'il était allé soutenir, des gens qui étaient condamnés injustement. Et là, ça a été une blessure personnelle pour Jean-Luc, parce qu'il avait eu l'espoir d'amener ça à 9 familles de syndicalistes concernés par la condamnation. Deux gauches irréconciliables, a commenté un jour Manuel Valls. Il avait sans doute raison. Et si certains électeurs s'étonnent encore aujourd'hui de l'animosité dont Jean-Luc Mélenchon témoigne à l'égard de François Hollande ou des socialistes, il faut rappeler la détestation non moins forte qu'inspire à la majorité du PS ce que représente Mélenchon. Car la gauche qu'incarne aujourd'hui le PS considère non seulement qu'il n'y a pas d'autre horizon que le social-libéralisme, mais que les socialistes sont les seuls à pouvoir légitimement gouverner. Les socialistes, c'est la gauche de gouvernement, celle qui accepte d'exercer les responsabilités. Au cours des 5 dernières années, le Parti socialiste était au pouvoir à tous les niveaux. Et il a eu à se colter une situation qui était extrêmement difficile. Du coup, c'est un parti qui est obligé de tenir compte des rapports de force et du système des contraintes. Eh bien, on exprime moins la colère que ceux qui sont dans l'irresponsabilité totale, qui sont vierges de tout bilan, qui n'ont de compte à rendre à personne de ce point de vue-là, et qui, en conséquence, peuvent toujours aller dans la surenchère et dans la proposition maximaliste. C'est certain, pour dénoncer les surenchères de Mélenchon, sinon son gauchisme incorrigible, ses détracteurs ne manquent pas de combativité. Et quand ils évoquent son programme économique, leur réquisitoire devient même impitoyable. La France qu'il aime, c'est la France de Zola, de Germinal, des mines, des hauts fourneaux, et que la France actuelle, la France contemporaine, la France de la fin du salariat, c'est une économie qu'il ne peut pas comprendre culturellement. Les remèdes économiques qu'il propose, M. Mélenchon, c'est exactement ce qui avait été appliqué en 1981, c'est-à-dire la relance par l'augmentation de la dépense publique, la diminution du temps de travail et l'augmentation des salaires pour stimuler le pouvoir d'achat. Au bout de 2 ans, la France était au bord de la faillite et Mitterrand avait décidé de prendre donc le virage de la rigueur. Et M. Mélenchon s'en est jamais remis. C'est un programme qui, à la limite, pourrait être discuté du temps des 30 Glorieuses, quand on avait une croissance de 5% et qu'on était en économie fermée, et en plus quand on avait encore l'Empire français. Bon. Mais dans une économie ouverte et avec une croissance de l'ordre de 1%, c'est un programme qui est simplement impraticable. Nostalgique, archaïque, doux rêveur, je ne prends pas ces critiques à la légère. Je comprends ce qu'on m'explique, que Jean-Luc Mélenchon a la tête dans les étoiles, alors que ses adversaires, eux, ont les pieds sur terre. Mais on doit quand même être juste. Ce n'est pas Mélenchon, mais les tenants du libéralisme, qui ont plongé le monde dans une crise économique qu'eux-mêmes décrivent comme sans précédent. Faut-il donc attendre une catastrophe supplémentaire pour s'apercevoir que ce sont peut-être eux qui prennent des vessies pour des lanternes et se trompent? Et rien que pour cela, les arguments des partisans de la France insoumise ne méritent-ils pas au moins d'être écoutés attentivement? On a une divergence avec des économistes du camp d'en face qui pensent que les actionnaires créent de la richesse. Or, les actionnaires ne créent rien du tout. Ils prélèvent la richesse dans l'entreprise, celle-ci étant créée par les salariés. En 1980, la part des profits qui étaient distribués sous forme de dividendes, c'était 20% des profits. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc la politique que propose Mélenchon est absolument réaliste. Elle vise à faire en sorte que les richesses créées dans l'entreprise qui sont à l'origine du profit soient utilisées pour des investissements utiles. Notre monde est malade à mourir de la financiarisation de l'économie. Et par conséquent, mon intention est de proposer de définanciariser l'économie, c'est-à-dire de retirer de tous les postes de commande où ils se trouvent les commerciaux et les financiers qui cancérisent notre économie et de couper tous les tuyaux par lesquels arrivent d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'individu singulier avec des revenus excessifs ou l'entreprise qui spécule ou le fonds de pension, de couper un à un tous les tuyaux qui alimentent la bulle financière qui va tuer notre monde. La consternation que provoque l'antilibéralisme de Mélenchon chez ses interlocuteurs médiatiques est pour ses partisans un bon signe. La preuve vivante qu'il dérange en s'attaquant à un monde qu'on nous présente comme le seul possible
et que symbolise aujourd'hui l'ubérisation de la société, supposée permettre à chacun de devenir entrepreneur sur le modèle du chauffeur VTC ou du livreur à vélo. À travers la façon dont l'ubérisation exploite les nouvelles technologies, le modèle qu'il y a derrière, à quoi renvoie-t-il? Finalement, au modèle des tâcherons du 19e siècle. L'ubérisation, c'est la paupérisation. C'est comment organiser un dumping social absolu qui provoque la fin du salariat. Ça permet un modèle du travailleur sans droit, une optimisation fiscale absolue, et à la fin, ça provoque aussi la casse du système de protection sociale. Du jour au lendemain, vous avez des livreurs à vélo qui se retrouvent pour un bras dans le plâtre à la suite d'un accident, ce qui arrive au moins une fois par an à chacun, se retrouvent sans aucun revenu et sans aucune protection. Plus on travaille, plus on est payé. Donc évidemment, tu as envie de travailler, tu as envie de te dire, tu es jeune, tu as envie de te dire, tu sais quoi, je peux bosser 50 heures par semaine. Tu sais quoi, je peux bosser 60 heures par semaine. Toi, tu as bossé 65 heures, je vais bosser 70 heures. Parce qu'en plus, je vais gagner plus que toi. Sauf que ça, tu le fais une semaine, tu fais 2 semaines, 3 semaines, et puis un jour, tu te pètes la figure. Et quand tu te pètes la figure à Paris, t'as pas de 3 chances, quoi. Et les jeunes avec qui je travaille me disent, ouais, mais on n'a pas notre patron sur le dos. Je dis, non, tu l'as pas sur le dos, tu l'as dans la poche. C'est ton téléphone. En plus, c'est ton téléphone à toi que tu as payé. Qu'on les approuve ou non, les positions qui sont celles de la France insoumise ont le mérite de la cohérence. Mais ce qui est tout de même problématique, c'est ce que la récente expérience du Premier ministre grec Alexis Tsipras a montré. Qu'il ne suffit pas à un leader de gauche d'avoir de bonnes intentions pour imposer ses vues une fois arrivé au pouvoir. Nous étions absolument ivres d'enthousiasme parce qu'on avait gagné, parce que ça s'était fait en collaboration les uns avec les autres. Tsipras parlait beaucoup avec nous avant. Et puis, il appliquait la méthode, L majuscule, M majuscule, c'est-à-dire le vote populaire chaque fois qu'il y a un problème. Il déclenche un référendum, les gens votent non au mémorandum que l'Europe impose à la Grèce, et 3 jours après, il signe qu'il accepte le mémorandum. C'était terrible, quoi. C'est terrible parce que c'est vraiment des jours où tu te dis, bon, finalement, on n'y arrivera jamais. Eh oui, vous n'y arriverez jamais. C'est exactement la conclusion qu'on a tous tendance à tirer, et surtout ceux qui souhaitent que Mélenchon échoue au pouvoir en France, comme Tsipras en Grèce. Il n'y a aucune chance, si Mélenchon arrive au pouvoir, que l'Europe accepte la politique mélenchonienne. Et la France, toute puissante qu'elle est, n'arrivera pas à imposer aux 27 ou aux 10 qui comptent, et a fortiori à l'Allemagne, une politique à la Mélenchon. Jamais les Allemands ne l'accepteraient. Donc la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que, de fait, la politique économique qu'il appliquerait signifierait la fin de l'Union européenne et la fin de l'euro. Alors vous, au final, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui préfèrent du coup ne rien changer à l'Europe actuelle? Ce que je peux leur dire, c'est la chose suivante. Si vous laissez les choses aller comme ça, l'Europe va se briser. Le Brexit, c'est un signal du début de la fin. Partout, c'est l'impasse. Donc elle va se briser, et elle va se briser d'une méchante manière. Parce que partout, c'est l'extrême droite qui monte. Donc je vous adjure de comprendre que ça va mal finir si vous laissez faire. Donc c'est si moi je m'en occupe, que ça peut finir autrement et si possible mieux. Anti-européen, comment peut-on penser que je le suis? Ne cesse de répéter Mélenchon. Ce que je veux, c'est une autre Europe, certainement pas sa disparition. Et pour le réaffirmer, le voilà qui part au Danemark, à Copenhague, à l'occasion d'un sommet européen organisé dans un lieu que la série Borgen a rendu célèbre dans le monde entier, le Parlement. Là, devaient en effet se réunir des chefs de parti, des députés, des anciens ministres, des hommes et des femmes politiques de plus de 20 pays, tous partisans justement de cette autre Europe. Je sens la responsabilité qui pèse sur nous, mais je voudrais vous dire que cette responsabilité, ce n'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre tous, car si demain je suis élu, vous viendrez tous à la rescousse et je vous y appellerai. Et Mélenchon, de donner la clé de l'échec en Grèce de son ex-ami Tsipras. Celui-ci n'avait qu'un plan A, négocier avec les instances européennes et les créanciers de son pays. Mais il n'avait rien prévu en cas de refus de leur part, aucun plan B, ce à quoi précisément Mélenchon, lui, dit avoir pensé. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais dit, écoutez, moi j'adorerais payer la dette. Ça me plairait, mais je peux pas. Alors je m'en vais. C'est fini. Au revoir.
Si la Slovénie dit allez, on s'en fiche, on sort, bon, bah, on dira c'est dommage, la Slovénie s'en va, mais c'est un tout petit pays, ils sont 2 millions. Nous sommes la 2e économie du continent. Si on sort, c'est une pagaille indescriptible. Donc il vaut mieux mesurer ses actes. Ceux qui sont en face de nous savent que s'ils ne veulent pas discuter avec nous, comme ils ont fait avec Tsipras, 2% de l'économie, nous 18. S'ils ne veulent pas discuter, ben salut. Jean-Luc Mélenchon, il veut faire une autre Europe. Avec qui? Avec les extrêmes gauches des divers pays européens, avec Die Linke, c'est-à-dire le parti de gauche en Allemagne, qui fait 8% aux élections et 5% des inscrits. Bon, il n'a ni le projet, ni la force d'infléchir le cours européen. Si l'Allemagne refusait, il ne faudrait pas s'interdire de demander à ceux qui le souhaitent de venir avec nous faire autre chose. Et de ce point de vue-là, il n'est pas exclu que les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Grecs aient envie d'autre chose que ce que leur imposent les Allemands. Et donc dans ce cas-là, il faudrait préparer une sortie ordonnée de l'euro. Et c'est ce qu'on appelle un plan B dans ce cas-là, si l'Allemagne s'obstinait à refuser la réorientation qui s'impose et qui est extrêmement réaliste compte tenu de la situation catastrophique actuelle. On me dit, vous n'allez pas convaincre, qu'est-ce que vous en savez? Il faut déjà essayer. Ils n'ont même pas essayé. Moi, je suis persuadé que j'arriverai à convaincre. Tous ceux qui raisonnent peuvent comprendre qu'on ne peut pas mener un continent entier avec des méthodes qui ont aussi lamentablement échoué et vouloir continuer. Voilà, tout le monde peut comprendre ça. Et je pense que n'importe quel esprit, fût-il d'un point de vue politique totalement opposé au mien, arrive à comprendre qu'à un moment donné, le bilan s'impose à tous. En quittant ce jour-là Copenhague, Jean-Luc Mélenchon est rasséréné. Il sait bien qu'il est loin d'avoir convaincu tous ceux qui continuent de voir en lui un anti-européen viscéral. Mais il sait aussi que c'est justement son projet d'une autre Europe, comme son projet d'une autre France, qui assoit sa popularité. D'où la question qui ne cesse de le hanter. Comment être lui-même autre dans cette campagne présidentielle? Comment ne pas reproduire les travers de ceux qu'il dénonce et qu'une grande partie de la population exècre? La volonté d'être lui-même un candidat différent conduit Jean-Luc Mélenchon à concevoir une campagne originale dont tous les rassemblements ne devaient ressembler à rien de connu. Ainsi, à Lille par exemple, sur les 1000 participants qui se retrouvèrent un week-end d'automne pour bûcher sur le programme, les 2/3 avaient été tirés au sort et l'ensemble des propositions discutées dans un premier temps sur Internet. Au moment où on a lancé la période contributive, on était quand même déjà beaucoup plus qu'un parti classique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui ont 100 000 adhérents. Donc l'ambition était énorme. Il fallait comprendre les aspirations des uns et des autres, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ dans le programme et qu'on a dû intégrer parce qu'on s'est dit, bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai discuté avec un gars de La Voix du Nord, il dit mais ça ressemble à rien. Bah oui, ça ressemble à rien, c'est fait pour. C'est nouveau, hein, apparemment. Même pour les vieux militants qui avaient à notre table, ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont trouvé ça très bien d'un point de vue démocratique. C'est un prototype. Hein. Donc il y a plein de petits trucs qui ne sont pas terminés. Hein. Les techniques modernes nous libèrent. Les gens me disent ah c'était le bon vieux temps avant. Non, c'est pas vrai. Moi j'y étais, c'était pas le bon vieux temps. C'est pas vrai. Sans illusion sur le bon vieux temps, et loin de se contenter des traditionnelles distributions de tracts ou des collages d'affiches, Jean-Luc Mélenchon a du coup investi massivement Internet. On s'inspire des techniques de mobilisation qui ont été développées dans la campagne de Bernie Sanders, c'est-à-dire la communication via les réseaux sociaux, via le web. Bernie Sanders disait, il y avait ce visuel qui circulait sur les réseaux sociaux et ces pancartes, ils ont des millions, nous sommes des millions. Ben, c'est exactement ça. Réussissant à être suivi sur Twitter par 1 million de followers, Mélenchon a de plus créé sur YouTube sa propre chaîne, qui est devenue, et de loin, la plus consultée de toutes les chaînes politiques sur Internet. Dans le choix qu'il a fait d'aller sur le digital, il y a une vraie volonté de toucher un public plus jeune, qui est plutôt désintéressé de la politique, qui souvent ne vote pas, qui boude les médias traditionnels et la télévision en tant qu'objet. Et donc la stratégie de créer des programmes originaux, comme pas vu à la télé,
Pas vu à la télé, c'est un programme qui donne la parole à des personnes sur des thématiques qui sont très peu traitées à la télévision. Donc il y a à la fois le côté critique du mass média et des thématiques qu'il aborde, et en même temps le côté innover sur le digital en créant son propre programme, sa propre émission. Alors lui, c'est trop nucléaire. Bon, d'accord. Moi, j'arrive pas à lui faire les noms, les pseudonymes, enfin bref. Donc c'est trop nucléaire. Adresse cerf-volant. Déconcertant Mélenchon. Considéré par ses adversaires comme un homme du passé, est finalement plus à l'aise que beaucoup d'entre eux dans la société moderne. Devenu dans cette campagne un phénomène, une icône du web dont les internautes s'amusent à détourner l'image, lui-même fait de la surenchère technologique en organisant un meeting holographique pour se dédoubler entre Paris et Lyon, histoire sans doute de rajeunir encore un peu plus son électorat, ce que confirme l'inscription dans son programme du droit de vote à 16 ans. Quand tu as 16 ans, tu peux exercer l'autorité parentale, tu peux être émancipé. Si tu bosses, c'est la fin de la scolarité obligatoire aujourd'hui à 16 ans. Si tu vas bosser, tu votes dans les élections professionnelles, c'est pas rien. Donc pourquoi tu voterais pas dans la cité? Si tu es réputé capable de savoir ce qui est bon dans l'entreprise, ce qui est bon dans ta famille, parce que tu t'occupes des gosses, pourquoi tu ne saurais pas ce qui est bon dans la cité? Bonjour. Est-ce que vous pourriez pour mon grand-père syndicaliste, s'il vous plaît? Il était facteur. Mon père a été receveur, alors bon. Ah. La moitié des gens qui votent ont 60 ans et plus. Et si tu veux augmenter le poids de la jeunesse dans la décision politique, la seule manière de faire, c'est le droit de vote à 16 ans. Tu fais quoi, toi? Étudiant en commerce international. Il y en aura besoin. Oui, on a besoin de tout. Quand nous serons au pouvoir. Ben oui. Dans quelques mois. On croise les doigts. Le sourire de Mélenchon, imaginant devenir président en mai prochain, n'était pas fin. Il est clair que l'Élysée lui semble de moins en moins inaccessible. Mais à la traditionnelle cérémonie des vœux, à laquelle tout homme politique doit se livrer en début d'année, il fut assez prudent pour ne se livrer à aucun pronostic, pour ne pas même envisager son possible score au premier tour, préférant se lancer dans une savante tirade sur l'Amérique de Trump, la Chine et la Russie. L'heure des comptes n'en était pas moins proche. On y est, c'est la dernière ligne droite. Alors quel est pour vous l'objectif de ces 3 prochains mois? Pour moi, la tâche, elle consiste à créer une majorité positive. C'est-à-dire, je ne peux pas me nourrir seulement de la dénonciation du passé. Bon, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est plutôt de dire voilà comment on va faire, voilà comment on va s'y prendre, voilà les garanties que je donne. Bon, on ne fait pas vivre un peuple avec des regrets et des remords. Hein. Et donc, la question qui se pose à moi, c'est de savoir si je vais y arriver. Alors que beaucoup vont me dire ah c'est pas possible, d'ailleurs personne ne parle comme lui, les autres sont pas d'accord. Bon, mais tout le monde sait que une possibilité dans cette situation incroyablement fluide et virevoltante, c'est que la table se renverse. Donc je dois mener ma campagne en tenant compte de tout ça. Il s'agit de construire. Mais si Jean-Luc Mélenchon connaît ses points forts, il connaît aussi son point faible, sa propre personne. Car la plupart des présidentiables, comme s'il n'y avait de grandeur que dans l'impassibilité, nous ont habitués à être flegmatiques, alors que lui s'indigne, bouillonne, invective, tempête. Mais après tout, pourquoi la colère en politique ne serait-elle pas une vertu? Je me souviens de ce que disait non pas Che Guevara, mais l'abbé Pierre. Ne pas se mettre en colère quand on voit les autres bafoués, exploités, humiliés, c'est ne pas les aimer. Le programme que je vous propose va avec un homme qui lui ressemble. On ne peut pas proposer ce que je propose avec une tête de premier communiant qui parle d'une voix flûtée. Dans nos milieux, dans les milieux populaires, la première vertu, c'est de ne pas se laisser faire. Et la seule manière qu'on a de l'exprimer, c'est de se mettre en colère. La colère est donc non pas une perte de sang-froid, c'est l'affirmation d'une volonté. Ce que je propose est ample comme une respiration. On va faire une constituante, on va changer la vie, on va modifier toute la production. Et vous voudriez que je dise ça à mi-voix et avec une mine chafouine de premier de la classe? Non, c'est pas possible. Alors, je trouve que mon personnage est en harmonie avec son discours. Et la colère, pour moi, elle aura joué un grand rôle. Des fois, il n'y a pas le choix. Il faut ouvrir les portes à coups de pied. Tel est le sens de la colère.